Abonnez-vous à Confessions interdites pour découvrir d'autres histoires. Commençons par celle-ci. Je conduisais la pelleteuse quand mon téléphone a vibré contre ma hanche. Il était 15h30, un mardi, en plein milieu d'un autre coulage de fondation, et Frank Morrison m'appelait. Frank n'appelait jamais pendant les heures de travail. À vrai dire, Frank n'appelait presque jamais, tout court. Nous étions voisins depuis 8 ans, nous saluions d'un signe de tête par-dessus la clôture et nous empruntant des outils, mais un appel téléphonique signifiait que quelque chose n'allait pas. J'ai éteint la machine et je suis descendu, mon casque de chantier coincé sous le bras, pour répondre. « Qu'est-ce qu'il y a, Frank ?» ai-je dit dans le téléphone. « Mike. » Sa voix m'est parvenue avec ce ton militaire neutre qu'il utilisait quand les choses devenaient sérieuses. 20 ans dans l'armée avaient appris à Frank à annoncer les mauvaises nouvelles de manière claire et rapide. « Tu dois rentrer à la maison. Tout de suite. » Le bruit du chantier s'est estompé autour de moi. Que s'est-il passé? Émilie va bien, ai-je demandé rapidement. Il y a une berline noire dans ton allée qui n'est pas à toi, a-t-il répondu d'un ton sinistre. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. 16 ans de mariage, et je n'avais jamais remis en question la fidélité d'Émilie. Pas une seule fois. Nous avions construit quelque chose de solide ensemble. Du moins, c'est ce que je croyais. La maison, la routine, le confort tranquille de savoir que quelqu'un vous attendait à la fin de chaque dure journée. Tu es sûr que ce n'est pas la voiture de sa sœur, ai-je demandé. Au moment même où je le disais, je savais que c'était des conneries, Sarah conduisait une Honda blanche, la même depuis 3 ans. Mike, ça fait 40 minutes que j'observe. Cette berline est là depuis midi. Émilie est rentrée à 12h15. Elle est à l'intérieur avec la personne qui conduit cette voiture depuis ce moment-là, m'a expliqué Frank. Mes mains ont commencé à trembler. Le téléphone semblait glissant contre mon oreille, et j'ai dû le serrer plus fort. Autour de moi, l'équipe continuait de travailler, coulant le béton comme si le monde ne venait pas de basculer. Frank, ai-je commencé. Monte dans ton camion et rentre à la maison. Ne l'appelle pas. N'envoie pas de SMS. Rentre juste et gare-toi dans la rue. Je t'attendrai, a-t-il ordonné. Puis la ligne a été coupée. Je suis resté là pendant une bonne minute, fixant le téléphone, essayant d'assimiler ce que Frank venait de me dire. Émilie. Mon Émilie. La femme qui préparait le café tous les matins à 5h45 pour qu'il soit prêt à mon réveil. Celle qui s'endormait en regardant de vieux films sur mon épaule chaque dimanche soir. Celle qui avait pleuré quand nous n'avions pas pu avoir d'enfants et qui m'avait tenu la main lors des funérailles de mon père au printemps dernier. Mais Frank ne faisait pas d'erreur. 20 ans de service militaire l'avaient entraîné à observer et à rapporter des faits, pas des spéculations. S'il disait qu'il y avait un problème chez moi, c'est qu'il y avait un problème chez moi. J'ai dit à mon chef d'équipe que j'avais une urgence familiale et j'ai conduit jusqu'à la maison dans un état second. Les rues familières de notre quartier me semblaient différentes, d'une certaine façon, comme si je les voyais à travers les yeux de quelqu'un d'autre. La maison jaune des Henderson avec ça est envahissante. Le panneau stop à l'intersection de Maple et de la 3e, là où les adolescents grillaient toujours le feu rouge. Le café où Émilie et moi avions eu notre premier rendez-vous il y a 17 ans. Tout cela me semblait étranger maintenant, comme les accessoires d'une pièce de théâtre dans laquelle je ne savais pas que je jouais. Frank m'attendait dans son allée quand je suis arrivé. Il s'est dirigé vers mon pick-up avant même que je n'ai coupé le moteur, se déplaçant avec cette démarche déterminée qui ne l'avait jamais quitté, bien qu'il soit à la retraite depuis 5 ans. Ses cheveux gris étaient coupés à ras, et son visage buriné était figé dans des traits durs. Une Audi noire, a-t-il dit sans préambule. La plaque d'immatriculation commence par JTR. Elle est là depuis 2h20. J'ai regardé ma maison, notre maison, et j'ai vu la berline garée dans l'allée comme si elle y avait sa place. Pile à l'endroit où je garais habituellement mon pick-up après le travail. La porte d'entrée était fermée, mais les rideaux du salon étaient bien tirés. Il n'était jamais fermé pendant la journée. Qu'est-ce que je dois faire, ai-je demandé. Les mots sont sortis d'une voix brisée et faible. L'expression de Frank s'est adoucie d'une fraction de seconde. Tu documentes tout. Sors ton téléphone et commence à filmer. Quoi que tu trouves là-dedans, tu le filmes. Ne réagis pas. Ne crie pas. Ne donne pas de coups. Contente-toi d'enregistrer, m'a-t-il ordonné fermement. Frank, je ne peux pas, ai-je protesté.
Tu peux et tu vas le faire, m'a-t-il interrompu. Tu as investi 16 ans dans ce mariage et la moitié de tes biens est liée à cette maison. Tu ne veux pas donner à ces avocats des munitions à utiliser contre toi. Alors, tu restes calme. Tu enregistres tout, et tu laisses les preuves parler d'elles-mêmes. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Mais savoir quelque chose et le faire sont deux choses différentes quand votre monde s'effondre autour de vous. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application appareil photo. Mes mains étaient plus stables, maintenant. Le fait d'avoir un plan, même un plan terrible, m'a aidé à me concentrer. Je serai juste derrière toi, m'a assuré Franck Music. Au cas où. Nous avons traversé la rue ensemble, nos pas résonnant bruyamment sur l'asphalte. Le soleil de l'après-midi était vif et chaud, les oiseaux chantaient dans le chêne que nous avions planté pour notre 10e anniversaire. Tout semblait normal, à l'exception de cette berline noire posée dans mon allée comme une accusation. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Elle n'était jamais déverrouillée quand Émilie était seule à la maison. Elle était paranoïaque en ce qui concerne la sécurité, revérifiant toujours les serrures avant de se coucher. Mais aujourd'hui, la poignée a tourné facilement sous ma main. J'ai commencé à filmer en entrant. Le salon semblait normal, à l'exception de la veste d'homme drapée sur le dossier de mon fauteuil inclinable en cuir. Une veste que je n'avais jamais vue auparavant, en laine anthracite, d'apparence coûteuse. Sur la table basse se trouvaient 2 verres de vin, tous deux à moitié vides, à côté d'une bouteille du bon Cabernet que nous avions gardé pour notre anniversaire le mois prochain. Ma gorge s'est nouée, mais j'ai gardé la caméra stable. Une traînée de vêtements menait du salon vers les escaliers. Le chemisier bleu d'Émilie, celui qu'elle avait porté pour aller travailler ce matin-là, était froissé sur le parquet. Une chemise d'homme habillé était jetée sur la rampe. Sa jupe noire se trouvait au bas des marches. Chaque vêtement était un clou de plus dans le cercueil de notre mariage. Mais je les ai tous filmés. Franck restait juste derrière moi, sans rien dire. Sa présence était solide et rassurante. Les bruits venant de l'étage m'ont noué l'estomac. De faibles murmures, des grincements rythmiques, les bruits indubitables d'une trahison en train de se produire dans le lit que je partageais avec ma femme depuis 16 ans. J'ai gravi les escaliers lentement, enregistrant chaque marche, chaque son. La porte de la chambre était entr'ouverte, et par l'entrebâillement, je pouvais voir des ombres mouvantes sur le mur. Mon mur. Dans ma chambre. Dans mon lit. La main de Franck a brièvement touché mon épaule. Sans me retenir, juste pour me rappeler qu'il était là. J'ai atteint la porte, j'ai pris une grande inspiration et je l'ai ouverte en grand. Émilie s'est figée en plein mouvement en me voyant, ses yeux s'écarquillant sous le choc et quelque chose qui aurait pu être de la peur. L'homme sous elle, brun, d'une 40aine d'années, quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant, s'est redressé si violemment qu'il l'a presque jeté hors du lit. « Oh mon Dieu !» a chuchoté Émilie, horrifiée. « Mike, ce n'est pas. Ce n'est pas ce que tu crois. » J'ai continué à filmer, capturant tout. Son corps nu qui se ruait sur les draps. Son visage paniqué à lui, alors qu'il essayait de se couvrir. Le lit défait où ma femme avait été avec un étranger en plein milieu d'un mardi après-midi. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai répété ses propres mots, d'une voix plate et sans émotion. Qu'est-ce que je suis censé croire, Émilie ? L'inconnu a finalement trouvé sa voix. Écoute, mec. Je ne savais pas, a-t-il balbutié. La ferme. L'ordre de Franck a fendu la pièce comme une lame. Il m'a contourné pour s'avancer vers le lit. Vous deux, fermez-la. Émilie a enroulé le drap autour d'elle, les larmes commençant à couler sur son visage. Mike, s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer, a-t-elle supplié désespérément. Il n'y a rien à expliquer, ai-je répondu froidement. J'ai continué à filmer pendant que Franck attrapait l'inconnu par le bras et le tirait hors du lit. L'homme a trébuché, essayant de conserver une certaine dignité bien qu'étant complètement nu et manifestement terrifié. Prends tes affaires, lui a dit Franck d'un calme glacial. Tu as 60 secondes pour t'habiller et foutre le camp. Attendez. Vous ne pouvez pas juste, a faiblement protesté l'inconnu. Franck l'a plaqué contre le mur de la chambre assez fort pour faire trembler les photos de famille qui y étaient accrochées. 2 coups rapides dans le plexus solaire ont laissé l'inconnu haletant et plié en deux, toute combativité anéantie. 50 secondes, a dit Franck sur le ton de la conversation. L'homme a trébuché vers ses vêtements, enfilant son pantalon et sa chemise avec des mains tremblantes.
Il ne cessait de jeter des coups d'œil vers moi, vers le téléphone qui enregistrait tout, musique vers Franck qui se tenait prêt à lui infliger une autre correction. Émilie était recroquevillée sur le lit, pleurant de plus belle, son mascara laissant des traces noires sur ses joues. « Mike, s'il te plaît, arrête de filmer », a-t-elle supplié à travers ses larmes. « S'il te plaît, il faut qu'on en parle. » « Il fallait qu'on en parle avant que tu ne l'amènes dans notre lit », ai-je répondu avec un contrôle glacial. Les mots sont sortis calmes et mesurés, comme si je parlais de la météo. À l'intérieur, je me sentais vide et froid. « Habille-toi et sors de chez moi. »« C'est ma maison aussi », a-t-elle commencé à protester. Non. Je l'ai coupé net. J'ai gardé la caméra sur son visage, m'assurant de capturer la moindre de ses expressions. Tu te souviens de ce contrat de mariage que tu as signé il y a 16 ans? Celui que tu trouvais romantique parce que j'étais tellement déterminé à t'épouser. Il s'avère qu'il n'est plus si romantique quand c'est toi qui le violes. Son visage a blêmi. Elle avait oublié le contrat de mariage. Je pouvais le voir dans ses yeux. À vrai dire, nous l'avions tous les deux oublié. C'était l'idée de mon avocat, une protection standard pour un homme qui possédait sa propre maison et avait commencé à se constituer un capital dans une entreprise de construction. Émilie l'avait signé sans poser de questions, riant du fait que les avocats étaient tous des paranoïaques. L'inconnu a fini de s'habiller et a trébuché vers la porte. Franck l'a suivi, sans le toucher mais en s'assurant qu'il comprenne que l'escorte était non négociable. Je les ai entendus descendre les escaliers, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer. Par la fenêtre de la chambre, j'ai regardé l'homme sprinter sur la pelouse jusqu'à son Audi noir, sans même plus se soucier de sa dignité. Il a tâtonné avec ses clés, les a fait tomber, les a ramassées et a finalement réussi à démarrer le moteur. La berline a reculé de mon allée assez vite pour laisser des traces de gomme sur le béton. Il ne s'est pas retourné. Émilie pleurait toujours enveloppée dans ce drap qui sentait la trahison et les promesses brisées. Mike, je suis désolé. Je suis tellement désolé. C'était une erreur. Une erreur stupide. Ça ne veut rien dire, a-t-elle sangloté. Tu as raison, ai-je dit, en continuant à filmer. Ça ne veut rien dire. Notre mariage ne veut rien dire. Les 16 années que nous avons passées ensemble ne veulent rien dire. Les promesses que nous avons faites ne veulent rien dire. Alors, fais tes affaires et dégage. Tu ne peux pas me jeter dehors comme ça, a-t-elle protesté faiblement. La maison est à mon nom. Le contrat de mariage que tu as signé te fait renoncer à toute réclamation sur les biens matrimoniaux en cas d'adultère. J'ai une preuve vidéo de ton infidélité enregistrée en haute définition, ai-je déclaré avec une clarté brutale. J'ai finalement arrêté l'enregistrement et glissé le téléphone dans ma poche. Tu n'as aucun droit légal de rester ici, et j'ai tous les droits de te faire expulser si tu refuses de partir de ton plein gré. Elle m'a fixé comme si elle voyait un étranger. Et peut-être que c'était le cas. L'homme qu'il avait aimé inconditionnellement pendant 16 ans n'était plus là, remplacé par quelqu'un qui avait compris l'importance de la préparation et des preuves matérielles. Où suis-je censé aller, a-t-elle demandé, désemparée. Ce n'est plus mon problème, ai-je répondu sans émotion. Franck est revenu en fermant la porte de la chambre derrière lui. La voie est libre. Ton petit ami ne reviendra pas de sitôt, a-t-il rapporté. Ce n'est pas mon petit ami, a murmuré Émilie. Alors, qu'est-ce qu'il est, ai-je demandé directement. Elle n'a pas pu répondre, n'a pas pu expliquer, n'a pas pu justifier ce que je venais de découvrir. Alors, elle a pleuré à la place, comme si ses larmes pouvaient en quelque sorte laver ce que j'avais vu et enregistré. Habille-toi, lui a dit Franck avec une ferme autorité. Prends ce dont tu as besoin pour ce soir. Tu pourras revenir chercher le reste quand Mike sera au travail, mais tu ne restes pas ici. Émilie nous a regardés tour à tour, cherchant une faille dans notre détermination. N'en trouvant aucune, elle s'est lentement levée et a commencé à enfiler ses vêtements avec des mains tremblantes. Chaque mouvement était prudent et délibéré, comme si elle craignait qu'un geste brusque ne brise ce qu'il restait de son monde. 20 minutes plus tard, elle était partie. La valise faite, la voiture chargée, elle s'éloignait de la maison que nous avions partagée pendant 16 ans de mariage. Elle n'a pas dit au revoir, n'a pas essayé d'expliquer encore, elle est simplement partie, ne prenant rien qui ne lui appartienne pas clairement. Franck a verrouillé la porte d'entrée derrière elle et s'est tourné vers moi. Une bière, a-t-il proposé simplement. J'ai hoché la tête. Nous nous sommes installés dans le salon,
des bouteilles fraîches à la main, regardant un match de baseball à la télévision comme si c'était un mardi soir comme les autres, comme si mon mariage ne venait pas d'exploser en l'espace d'une heure. Nous n'avons pas parlé de ce qui s'était passé, nous n'avons pas analysé, ni spéculé ou planifié les prochaines étapes, nous sommes juste restés dans un silence confortable, deux hommes qui comprenaient que parfois, les conversations les plus importantes se passent de mots. Le match est allé en manche supplémentaire, mais ça ne dérangeait aucun de nous deux. Mon avocate, Janet Morrison, qui n'a aucun lien de parenté avec Frank malgré son nom, a examiné la preuve vidéo avec le détachement clinique qui justifiait chaque dollar que je la payais. Elle gérait mes contrats commerciaux depuis 5 ans, mais c'était notre première incursion dans le droit de la famille. C'est aussi incontestable que possible, a-t-elle dit en fermant son ordinateur portable après avoir visionné l'enregistrement pour la 2e fois. Le contrat de mariage est en béton, et votre documentation vidéo élimine toute possibilité pour elle de plaider la détresse émotionnelle ou le déni. Elle ne peut pas prétendre que l'adultère n'a pas eu lieu alors que nous avons des images HD d'elle en plein acte. Nous étions assis dans son bureau ce jeudi matin, 2 jours après que mon monde a implosé. Émilie n'avait pas arrêté de m'appeler et de m'envoyer des SMS, alternant entre excuses et menaces, supplications et exigences. J'avais tout transféré à Janet sans en lire la majeure partie. Et pour la maison, ai-je demandé. Entièrement à vous, a-t-elle répondu avec assurance. Le contrat de mariage précise que les biens conjugaux acquis avant le mariage restent la propriété du propriétaire initial, et que les actifs acquis pendant le mariage reviennent à la partie lésée en cas d'infidélité prouvée. Janet a sorti un bloc-notes couvert d'annotations. Elle a renoncé à toute réclamation sur votre pension, vos actifs commerciaux, et même sur le compte d'épargne commun. Elle n'a rien, ai-je demandé pour confirmer. Elle garde ses effets personnels et sa voiture. Elle est uniquement à son nom. Tout le reste vous appartient, a expliqué Janet avec une satisfaction professionnelle. Le divorce devrait être finalisé dans les 60 jours si elle ne le conteste pas, et si elle conteste, ai-je insisté. Avec ses preuves, son avocat le lui déconseillera. N'importe quel juge qui verra cette vidéo statuera en votre faveur, et elle finira par payer les frais de justice des deux parties. Elle a tout intérêt à accepter l'accord et à passer à autre chose, a-t-elle répondu d'un ton pragmatique. Cet après-midi-là, les parents d'Emily se sont présentés chez moi. Bob et Margaret Sullivan faisaient partie de ma vie depuis 17 ans, de nos premiers rendez-vous jusqu'au mariage, en passant par toutes les fêtes depuis. Ils m'avaient toujours traité comme le fils qu'ils n'avaient jamais eu. Maintenant, ils semblaient honteux et fatigués. Mike, a commencé Bob, la voix lourde de regret. Nous sommes venus nous excuser. Je les ai invités à entrer, leur ai proposé du café, qu'ils ont refusé. Nous nous sommes assis dans le salon où Emily avait reçu son amant seulement 2 jours plus tôt, les verres de vin étant depuis longtemps lavés et rangés. Nous l'avons mieux élevé que ça, a dit Margaret, les yeux rouges à force d'avoir pleuré. Je ne comprends pas comment elle a pu te faire une chose pareille, à toi et à votre mariage. Elle a fait son choix, ai-je dit simplement. Nous voulons que tu saches que nous ne cautionnons pas ce qu'elle a fait, a poursuivi Bob avec ferveur. Nous lui avons dit qu'elle s'est attirée ça toute seule, qu'elle n'a aucun droit d'attendre du pardon ou de la compassion. Ce qu'elle a fait est mal, et elle va devoir en assumer les conséquences. Leur visite fut brève, mais lourde de sens. Les propres parents d'Emily désavouaient publiquement son comportement, choisissant de me soutenir moi plutôt que leur fille. La nouvelle allait se répandre dans leur église, leur cercle social, leur famille élargie. La réputation d'Emily ne survivrait pas au scandale. Frank est passé ce soir-là avec 2 packs de 6 bières et une mise à jour sur les potins du quartier. J'ai parlé à Madame Henderson cet après-midi, a-t-il dit en s'installant à sa place habituelle sur mon canapé. Elle a vu toute la scène avec le petit ami de ta femme qui fuyait d'ici à moitié nu. Le bruit court déjà. Bien, ai-je répondu avec satisfaction. Emily est hébergée par son amie Karen, mais j'ai entendu dire que le mari de Karen n'en est pas ravi. Il aurait dit qu'il ne voulait pas que ses enfants soient exposés à ce genre d'influence, a rapporté Frank. Les conséquences sociales s'accumulaient plus vite que je ne l'avais imaginé. La liaison d'Emily ne détruisait pas seulement notre mariage, elle détruisait tout son réseau de soutien. Les amis qui nous avaient connus en tant que couple choisissaient leur camp, et la preuve vidéo rendait ses choix faciles. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Janet. Son avocat a appelé. Elle veut qu'on se rencontre demain pour discuter des conditions. On dirait qu'elle est prête à coopérer. J'ai montré le message à Frank, qui a hoché la tête avec approbation.
C'est un choix intelligent de sa part. Se battre ne ferait qu'empirer les choses pour elle, a-t-il observé. Tu penses qu'elle va signer, ai-je demandé. Elle n'a pas le choix, a-t-il répondu avec certitude. Tu as tout documenté, tu as obtenu des preuves irréfutables et sa propre famille te soutient. Soit elle signe les papiers et disparaît discrètement, soit elle se bat et se fait humilier au tribunal. Frank a pris une longue gorgée de sa bière. Dans tous les cas, tu gagnes. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Emily et son avocat au bureau de Janet. Emily avait une mine affreuse, pâle, épuisée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Son avocat, un jeune homme nerveux nommé Peterson, lui avait clairement conseillé que toute résistance était futile. Ma cliente est prête à accepter les termes définis dans le contrat de mariage, a déclaré Peterson sans préambule. Elle demande seulement que la procédure reste aussi privée que possible. C'est acceptable, a répondu Janet de manière professionnelle. À condition que tous les actifs soient transférés sans contestation et qu'elle quitte le domicile conjugal dans les 7 jours. Emily a signé les papiers sans me regarder une seule fois. Sa signature était tremblante, incertaine, rien à voir avec le paraphe confiant qu'elle avait apposé sur notre certificat de mariage 16 ans plus tôt. Quand ce fut terminé, elle a finalement croisé mon regard. Mike, a-t-elle commencé doucement. Ne le fais pas, ai-je dit calmement. Juste, ne le fais pas. Elle a hoché la tête et est partie avec son avocat, sortant de ma vie aussi discrètement qu'elle l'avait cédé en signant. Tout le processus a pris moins d'1 heure. Le divorce a été finalisé un vendredi matin à la fin du mois de mars, exactement 58 jours après que j'ai surpris Emily avec son amant. Le juge Harrison a examiné les preuves, confirmé le contrat de mariage et accordé la dissolution sans commentaire ni délai. Emily n'a rien contesté, n'a pas demandé de réexamen, et n'a même pas assisté à l'audience finale. Janet m'a remis le jugement avec une satisfaction professionnelle. C'est fait. La maison, les actifs de votre entreprise, votre pension, les comptes communs, tout vous est transféré à compter d'aujourd'hui. Elle garde sa voiture et ses effets personnels, rien d'autre, a-t-elle confirmé. J'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de vide. 16 ans de mariage réduits à des documents légaux et à des transferts de biens. Mais c'était propre, définitif et totalement en ma faveur. Les parents d'Emily avaient tenu parole. Lors de l'office du dimanche la semaine précédente, Bob Sullivan m'avait publiquement présenté ses excuses devant toute la congrégation, déclarant que sa fille avait trahi non seulement ses vœux de mariage, mais aussi les valeurs qu'ils avaient essayé de lui inculquer. Le pasteur, un homme bon nommé Père Mackenzie, m'avait offert son soutien et ses prières pour ma guérison. L'ostracisme social fut rapide et total. Le club de lecture d'Emily l'a expulsée. Les organisations caritatives où elle faisait du bénévolat l'ont discrètement retirée de leur conseil d'administration. Même les employés de l'épicerie qui nous connaissaient depuis des années la traitaient avec une politesse froide lorsqu'elle venait en ville. Le mystérieux amant n'est jamais réapparu. Frank avait fait quelques vérifications discrètes. La plaque d'immatriculation appartenait à une voiture de location, payée avec une carte de crédit liée à une adresse professionnelle située à 3 villes de là. Qu'il soit marié, célibataire ou juste lâche, il s'était complètement évanoui dans la nature après sa rencontre humiliante avec les poings de Frank. Il a probablement une femme et des gosses, a spéculé Frank un soir alors que nous regardions le coucher du soleil depuis ma véranda arrière. Le genre d'homme qui fuit tout nu de la maison d'un autre homme n'est pas le genre à rester pour affronter les conséquences. Emily a quitté la ville le lendemain de la finalisation du divorce. J'ai appris par Madame Henderson qu'elle avait chargé sa voiture de cartons et de valises, laissant derrière elle-même les meubles qui lui appartenaient techniquement. Elle n'a dit au revoir à personne, n'a pas laissé d'adresse de réexpédition, elle s'est juste éloignée en voiture, comme si elle fuyait une scène de crime. D'une certaine manière, c'était le cas. J'ai passé l'après-midi de samedi à changer les serrures, plus pour clôturer le chapitre psychologiquement que par mesure de sécurité. Chaque clé, chaque code d'accès, tous les moyens par lesquels elle était autrefois entrée dans ma vie étaient désormais bloqués. La maison était vraiment à moi maintenant, légalement et dans la pratique. Le dimanche soir, je me suis assis dans ma cuisine pour examiner les relevés bancaires et les documents légaux. Les comptes communs étaient bien fournis. Emily avait été économe, je dois bien lui accorder ça. Son salaire d'enseignante n'était pas énorme, mais elle avait fidèlement contribué à nos objectifs communs. Désormais, ses économies étaient entièrement à moi, ainsi que la maison, mon entreprise et 16 ans d'actifs accumulés.
Le contrat de mariage avait tout protégé. La preuve vidéo avait rendu ces mensonges impossibles. L'intervention de Franck avait éliminé toute menace de la part de son amant. L'expertise de mon avocate avait accéléré la procédure. Chaque pièce du puzzle s'était mise en place exactement comme il le fallait. Franck a frappé à la porte arrière vers 20 h, portant une bouteille de bon whisky, et affichant une expression satisfaite. Je me suis dit qu'on devrait marquer l'occasion comme il se doit, a-t-il dit en posant la bouteille sur ma table de cuisine. Une victoire totale mérite d'être célébrée correctement. Nous avons trinqué à la justice rendue et aux leçons apprises, à la valeur de la préparation et à l'importance d'une amitié loyale, à la vérité selon laquelle certaines trahisons ne peuvent pas être pardonnées, seulement punies. Le whisky était doux et coûteux, rien à voir avec la bière bon marché que nous partagions d'habitude. Il semblait approprié pour le moment. Un toast au fin et au nouveau départ, à la fermeture d'un chapitre et à l'ouverture d'un autre. Et maintenant, a demandé Franck alors que la bouteille se vidait. J'ai regardé autour de moi dans ma cuisine, ma maison, ma vie récupérée et sécurisée. Tout ce que je veux, ai-je dit avec une satisfaction tranquille. C'est la beauté d'une rupture nette, aucune complication, aucun enchevêtrement, personne à qui rendre des comptes, à part moi-même. Franck a hoché la tête avec approbation. Une liberté gagnée grâce à une planification intelligente et à une action décisive. Ton père serait fier, a-t-il observé. Il avait raison. Mon père était un homme pragmatique qui croyait en la préparation, aux preuves et au fait d'aller jusqu'au bout des conséquences. Il m'avait appris à penser de manière stratégique, à protéger ce qui m'appartenait, et à ne jamais laisser personne abuser de ma confiance 2 fois. Émilie avait compté sur le pardon, sur une réaction émotionnelle, sur la supposition que 16 ans de mariage signifiaient plus que des contrats légaux et des preuves enregistrées. Elle avait eu tort sur toute la ligne. La maison était silencieuse après le départ de Franck, mais elle n'était pas vide. Elle était à moi, entièrement et légalement à moi, remplie de la satisfaction de la justice rendue et de la paix qui vient de la certitude que la vérité a triomphé. Je suis allé me coucher cette nuit-là dans des draps propres, dans ma propre maison, sans secret ni mensonge pour empoisonner l'air. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi sans rêver. 3 mois plus tard, Franck et moi avons instauré notre rituel. Chaque vendredi à 18h30, nous nous asseyons sur ma véranda avec de la bière fraîche et nous regardons la rue tranquille. Le quartier n'a pas beaucoup changé. Les mêmes maisons, les mêmes familles, le même rythme paisible de la vie de banlieue. Mais tout semble différent maintenant, à travers le prisme d'une sagesse durement acquise. La berline noire n'est jamais revenue. Émilie n'est jamais revenue. Le lâche qui avait fui ma maison, nu et terrifié, n'a jamais osé se montrer dans notre ville à nouveau. Certains problèmes, lorsqu'ils sont traités de manière décisive, se résolvent d'eux-mêmes de façon permanente. Mon entreprise de construction est florissante. Le bruit s'est curieusement répandu que j'étais un homme qui gérait la trahison avec intelligence plutôt qu'avec émotion, qui planifiait de manière stratégique et allait jusqu'au bout des conséquences. Les clients respectent ce genre de caractère, et ma réputation de fiabilité n'a jamais été aussi forte. La maison ressemble plus à un foyer aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été pendant mon mariage. Pas de mensonges cachés, pas de ressentiments secrets, pas besoin de se demander ce qui se passait pendant que je travaillais tard sur les chantiers, juste un espace honnête pour un homme honnête menant une vie honnête. Franck prend une longue gorgée de sa bière et fait un signe de tête vers la maison des Henderson, où leur fille adolescente dit au revoir à son petit ami sur les marches du perron. Ces gamins ont du bon sens, observe-t-il avec approbation. Gardez les choses visibles, au grand jour. C'est comme ça que ça devrait être, j'approuve. Nous ne parlons pas beaucoup lors de ces séances du vendredi, mais nous n'en avons pas besoin. Nous avons tous deux appris la valeur d'une amitié loyale forgée dans une crise commune. Franck a vu venir les problèmes et m'a prévenu. Il m'a aidé à rassembler des preuves au lieu d'agir sous le coup de l'émotion. Il a éliminé la menace quand il le fallait. Ce genre de loyauté ne peut être ni acheté ni simulé. Le soleil se couche derrière les chênes, projetant de longues ombres sur la rue où je vivais autrefois dans le mensonge sans le savoir. Aujourd'hui, je vis dans la vérité, documentée et vérifiée, avec un ami qui comprend l'importance de veiller l'un sur l'autre. Parfois, les parents d'Émilie passent en voiture en allant à la messe du soir. Bob fait toujours un signe de la main. Margaret fait parfois un signe de tête. Ils n'ont jamais posé de questions sur leur fille, n'ont jamais mentionné où elle est allée ni ce qu'elle fait maintenant. Certains chapitres se ferment complètement quand ils se terminent. À 19h30,
Madame Henderson sort ses poubelles pour le ramassage de demain. Monsieur Peterson promène son chien devant notre maison, s'arrêtant pour discuter de la météo ou de la dernière réunion du conseil municipal. La vie normale continue normalement, comme elle le devrait quand tout le monde est honnête sur qui il était sur ce qu'il veut. Frank termine sa bière et se lève pour partir, comme tous les vendredis. Bonne semaine, dit-il simplement. Bonne semaine, j'approuve. Je reste sur la véranda après son départ, regardant la rue devenir silencieuse alors que les familles s'installent pour la soirée. Les lumières s'allument aux fenêtres. Les écrans de télévision diffusent une lueur bleue dans les salons assombris. La magie ordinaire de gens menant des vies honnêtes dans des maisons honnêtes. Mon téléphone ne sonne plus avec des appels désespérés ou des SMS haineux. Ma boîte aux lettres ne se remplit pas de lettres d'avocat ou de factures pour les erreurs de quelqu'un d'autre. Ma maison reste exactement comme je la laisse. Pas de preuve de trahison cachée dans les ombres de la chambre ou de verre de vin sur la table basse. La paix, ce n'est pas seulement l'absence de conflit, c'est la présence de la vérité, gagnée par une réflexion stratégique et une action décisive. C'est savoir que la préparation est importante, que la loyauté a une valeur, et que certains ponts brûlent complètement lorsqu'ils sont construits sur des mensonges. À 20h, je verrouille tout et je rentre, éteignant la lumière de la véranda derrière moi. Demain, je travaillerai une autre journée honnête, je rentrerai dans ma maison honnête, et je saurai que tout ce que je vois est exactement ce qu'il semble être. Vendredi prochain, Frank et moi serons à nouveau assis ici, veillant sur notre rue tranquille comme des sentinelles empêchant le retour des mensonges et de la trahison. Deux hommes qui ont appris à leurs dépens que certaines amitiés se forgent dans la crise, que certaines victoires se méritent par la préparation, et que la véritable paix ne survient qu'une fois la justice rendue. La rue est vide maintenant, paisible sous les lampadaires. Pas de berline noire, pas de menaces cachées, pas de secrets prêts à détruire ce qui a pris des années à construire. Juste la vérité, enfin, et la satisfaction de savoir qu'il en restera ainsi. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez, ou a-t-elle pris une tournure que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître votre avis. Partagez-le dans les commentaires ci-dessous et lançons la discussion. Si cette histoire vous a tenu en haleine, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici, ou que vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous apporte de nouvelles histoires captivantes chaque jour. Alors, cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.